Le livre de Bernard-Marie Coltès, Salinger, paru aux éditions de Minuit. Je vais en énumérer les personnages. Christian joue Hal, le père, un chapeau, un sourire et un verre de whisky à portée de main. Hélène Jouma, la mère, regard dramatique et grand tablier. Diane joue Carole, elle est la veuve du rouquin, beaucoup de rouge à lèvres. Simon joue Leslie, il est le frère du rouquin, donc le fils d'Anne et de Ma, comédien, il est en âge d'être appelé. Jérôme joue le rouquin entre le jeune homme, l'adolescent et l'enfant, selon le moment et le lieu, grossier, très beau, très insupportable, mort de la veille. Anne-Christine joue Anna, qui est la sœur du rouquin, et de Leslie, le frère, au bord de la crise de nerfs. Anne-Catherine, pas Anne-Christine. Pauline joue June, confidente de Carole. Alexandre joue Henri, confident de Leslie. Revenez! Et Arthur joue de la musique. Tu vois bien comme c'est fermé, et bien fermé avec de hauts murs pour qu'on n'entre pas la nuit. Défense absolue d'entrée. Impossible d'entrer, on s'en va. Je te demande pas de me suivre. Tais-toi maintenant ou va-t'en. Tu es pire que les paysans, les plus vieux paysans, quand ils vendent leurs troupeaux. Et puis après, quand ils l'ont vendu, qu'ils n'ont plus rien, qu'il ferait mieux de rester chez eux tranquilles. Eh bien non, au lieu de rester tranquilles, ils passent leur temps à courir les champs à la recherche de leurs bêtes, comme si elles y étaient encore. Qu'est-ce que tu cherches, vieux paysan? Tes bêtes ne sont plus là. Rideau. La lune se découvre d'un coup, au milieu est le tombeau, comme une demeure de roi immense, somptueux. La lumière du pavillon s'allume. Le gardien nous a vus. C'est par là. C'est une folie. Ah, on va dire elles sont folles. Je te dis que le gardien s'est réveillé. Et moi, je te dis viens ou va-t'en. Et voilà. Tu vas rester comme cela. On va dire elles sont folles. Et pourquoi donc? Je suis sa femme, non? Tu sais, mon rêve maintenant, l'idée que j'aurais, que j'aimerais être écrite. Enfin, tu vois, qu'un écrivain s'occupe de moi. Un écrivain que j'aurais rencontré et qui s'intéresse à mon chat. Qu'il écrive un roman, ou peut-être pas tant un genre de nouvelle ou de feuilleton pour les journaux, que je sois publiée, tu vois. Maintenant, c'est la chose qui me plairait tout à fait. Cette fichue neige ici, alors qu'on vit, il n'y a déjà plus rien. Et maintenant, peut-être que tu crois qu'il va arriver quelque chose. Qu'est-ce que tu attends là? Qu'il ne serait pas mort ou toutes ces histoires? Et moi, ces choses-là, je sais ce que j'en pense. Et même s'il venait à discuter le coup avec toi, tranquillement et pas mort du tout, je me demande ce que tu lui dirais. Et d'ailleurs, que penserait sa famille de ces choses? Qui croirait à ces histoires? Je me demande ce que tu cherches.
Maintenant, on a vu, on s'en va avant d'être repéré. Quand je pense surtout que les États-Unis fournissent d'écrivains, à d'écrivaillons, de scribouillards, que sa famille à lui doit en connaître des quantités, c'est proprement leur rayon, et ben dans tout cela, il s'en trouvera pas un pour s'occuper de moi. J'ai pourtant mon petit air à moi que je chanterais bien et on verrait alors. Mais voilà, c'est une question de genre, je risque pas d'en rencontrer jamais, et il me reste à m'occuper moi-même de moi. Je me demande vraiment pourquoi je t'ai suivi. Uniquement parce que tu avais l'air d'avoir dans la tête une bêtise. La tête, on se demande qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle va faire, quel drôle d'air elle a. On ferait mieux de la suivre pour qu'il n'arrive pas de malheur. Elle a une allure de malheur qu'on ne doit pas laisser seule. Je déteste être ici. June, ma petite June. Je ne suis pas ta petite June. Et surtout, je ne comprends rien. Pourquoi tu cours derrière lui? C'est bien fini, non? Alors de quoi ça a l'air? Il est fini ton bonhomme, passe à autre chose. C'est fini mon rouquin, mon amour adoré, ces affaires de bonne femme qui traînent toujours derrière. On nous trouvera là, qu'est-ce que tu aurais de plus? Le gardien en colère, tu crois qu'il s'est rendormi? Deux folles se travaillent tranquillement dans mon cimetière, je me recouche et je m'endors. Et puis il va pleuvoir, bonne raison pour rentrer. Laisse-moi parler un peu, t'expliquer ce que j'ai dans la tête. Mais je ne veux rien que tu m'expliques. Il n'y a rien à expliquer ici. Rien du tout. Il va pleuvoir, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et veux-tu que je te dise, il va pleuvoir partout et pas seulement sur nous. Ça coule entre les pierres, ça traverse la terre, ça pleut sur les cercueils tout autant que sur nous. Et je ne voudrais pas voir ça comment ça pleut en dessous. Carole, maintenant je te le demande, tu ne veux pas te remaquiller bien au chaud et à l'abri? Ou si tu dois m'embêter aussi, tant pis, je t'explique rien. D'accord. La voilà qui refait sa tête. Suivez-moi, je vais faire une bêtise. C'est qu'on entendra parler de moi, je te le jure. Qu'est-ce que tu as dans la tête? La famille du rouquin. Je fais le serment qu'ils entendront parler de moi, que je les embêterai comme c'est pas possible, jusqu'à ce qu'ils crient pitié, jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Je m'organiserai pour les embêter comme on ne s'est jamais organisé pour embêter quelqu'un. J'en ferai une société que je déclare fondée ici, maintenant, à moi toute seule. Société pour embêter le monde. Cette bande de couillons intellectuels, ces gens pas comme les autres, cette famille de tordus qui se croient si futés, qui se croient pas comme les autres, qui se croient tous les droits. Société pour leur faire baisser la tête, leur faire fermer leur bouche, les forcer à m'entendre cette fois, et tout ce que je pense d'eux. Société anti-famille pour défendre le rouquin et les exterminer. Société intitulée, vous allez entendre parler de Carole, bon Dieu, cela ne fait que commencer. Mais Carole? Quoi, Carole? Il est mort, non? Et je peux le défendre quand même, non? Maintenant, ils se gardent les restes. Ils examinent ses mots et le moindre de ses gestes à l'abri des rideaux dans les salons là-bas. Et ils disent entre eux, comme il était à part et précieux et génial, notre rouquin à nous. Moi, c'est à tous que je parle, que je veux parler, que je veux raconter. Demandez-moi qui il était, pourquoi il s'est tué. Je meurs d'envie de vous le dire. Je meurs d'envie que vous me posiez toutes les questions possibles. Il pleut, Carole. Je te parle. Tu m'écoutes pas? Si, mais il pleut quand même, Carole. Je sais bien, moi, qu'on ne meurt pas si facilement. Et maintenant, toi qui sais tout, dis-moi où et quand on se retrouve. Carole, viens. Montre-toi. Montre-toi. Et dis-moi où on se retrouve. Viens, va-t'en. Carole! Montre-toi! Montre-toi! Montre-toi!
Autrefois, du moins, le soir, Ma nous appelait autour d'elle. Elle nous caressait la tête et nous racontait une petite histoire avec moralité. Tu n'as pas une histoire, Ma, à nous raconter? Un soir, j'envoyais le rouquin porter les poubelles au fond de la cour. J'ai attendu, il ne revenait pas. Alors, j'ai ouvert la fenêtre et l'ai vu tout en bas. Il avait la tête en l'air, la poubelle à la main, et il regardait les étoiles. C'est pas une histoire, ça. Je parlais d'une histoire avec moralité, comme quand on était petit. Je ne connais plus l'histoire. Et qu'avez-vous à faire de mes moralités? Il bouge, il n'arrête pas de s'agiter. Ils ne savent pas s'asseoir, fumer une cigarette tranquillement, trouver un moment le monde normal et se trouver dedans normalement. On dirait que quelqu'un vous suit, vous secoue, vous marche sur les pieds. On dirait que quelqu'un à côté de vous vous empêche de dormir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir avec leur tête là-haut, si haut, au-dessus des nuages? Une voiture éteint ses phares. Il pleut, dirait-on. Cela dort dans les maisons. Tous ces ronflements dans les chambres autour de nous me font pitié. Parfois, il me vient l'envie d'aboyer, de sortir mon flingue et de tirer là-dedans. Il me vient l'envie bizarre de casser les vitres, de sauter par la fenêtre et de courir dehors jusqu'à ce qu'il se trouve quelqu'un sur mon chemin. Quelqu'un que je prendrai par le bras, que je secouerai un peu pour lui faire perdre son air ahuri. Quelqu'un que je m'approprierai pour toute la soirée. Quelqu'un à toucher, à sentir. Quelqu'un à qui dire « Ne craignez rien, laissez-vous faire ». Vous avez en face de vous un être qui veut seulement entendre une autre respiration, écouter un autre cœur qui bat. J'ai cassé toutes les vitres et sauté par la fenêtre pour pouvoir toucher un autre être. C'est un désir qui me prend certains soirs comme ce soir. Vous n'avez en face de vous qu'un esprit trop profond pour rester seul et enfermé. Ainsi, quand le rouquin est mort, prenez votre frère préféré, enfin, le préféré de tous parce qu'il est supérieur à tous. Pas supérieur parce qu'il est mort, ne nous croyez pas si naïfs. Supérieur dès son vivant, le rouquin. Supérieur comme il sera difficile de vous le faire comprendre. En un mot, comprenez si vous le pouvez, comprenez si vous le voulez, le rouquin, c'était la tête la plus étrangement faite, la plus particulière que l'on a jamais connue. Voilà quel frère particulier je veux vous faire comprendre. Quel frère particulier on peut perdre du jour au lendemain, ce qui plonge tout le monde dans ce drôle d'état où chacun s'enferme dans une pièce en tirant les rideaux et reste toute la nuit dans le vague, sauf moi. Moi, je ne suis pas celui qui reste dans le vague. Enfin, je ne suis pas le type à rester longtemps dans une pièce seule. Moi, je sais toucher les gens. Enfin, c'est le travail de n'importe quel comédien, même américain. Toucher, être touché, toutes ces toucheries vulgaires nous encombrent la tête. Et voilà bien ce qui faisait du rouquin l'être pas vulgaire du tout. Mais nous, gens ordinaires, vous et moi, nos têtes se ressemblent.
Cela ne fait pas de doute. Il y traîne tout au fond des souvenirs de collège, un terrain de football, un verre de jus d'orange, un poste de radio et des histoires morales qu'une mère adorée raconte doucement. Une nuit, au tout début que nous logions dans un petit hôtel là-bas à Broadway, il n'y avait, je m'en souviens, qu'un seul lit pour vous trois. Une nuit, je vous ai regardé dormir. Le requin dormait sur le ventre, la tête dans l'oreiller, et il avait les fesses en l'air. Et Anna d'un côté, et Leslie de l'autre, vos jambes et vos bras se glissaient entre les siens. Vous étiez emboîtés, enroulés, tous trois recroquevillés. Et moi, je me suis assise à côté du lit. Je vous ai regardé longtemps. Je voulais voir au matin comment vous vous déferiez l'un de l'autre en vous réveillant. Mais je me suis endormie avant le jour sur la chaise. Et en ouvrant les yeux, il était trop tard. Déjà. Je vois un petit garçon sur le rebord du trottoir, les cheveux tout bouclés. Il marche en équilibre tout à fait à l'extrême bord. Ses lèvres bougent, il chante. Je peux lire ce qu'il chante sur ses lèvres. If a body catch a body coming through the ride. De la peau? De la vraie? Qu'est-ce que c'est qui te fait rire? Mais rien! Je vais arrêter. Attends, Henri, serre-moi la main d'abord. Non, je rentre. Serre-moi la main, Henri. Je ne serre jamais la main des gens. Mais pourquoi tu ne serres jamais la main? Je trouve cela répugnant. Tu trouves cela répugnant, hein? Pourquoi tu fais cette gueule? Tu fais toujours cette gueule, hein? Leslie, je n'ai aucune envie de... Henri, tu sais comment on serre la main chez les Américains du Sud? Je vais t'apprendre. Attends, je veux seulement te montrer. Serment de main à la latino-américaine. Mais ça non plus, tu ne fais jamais. C'est répugnant peut-être. Jamais tu n'aimes quelque chose. Jamais quelque chose empêche que tu ne fasses cette gueule. Tu sais ce que je trouve répugnant, moi? La seule chose que je trouve répugnante, je trouve répugnant qu'on trouve tout répugnant. En dehors de cela, rien. J'aime tout. Cherche quelque chose que je n'aimerais pas. Imagine, cherche dans ta tête la chose détestable que je n'aime pas. Tu ne trouveras rien. Les pires, tu veux savoir, les pires. Je leur serrerai la main. Je les aimerai encore. Les pires que tu pourras trouver. Écoute, tu cherches une rue à peu près déserte la nuit. Alors tu prends ton souffle et tu te mets à courir. Mais écoute-moi bien, courir vraiment. Et encore, si je dis vite, je ne t'aurais pas dit l'essentiel. Il faut courir à perdre haleine, courir d'une course déchaînée, fuir, voilà le mot. Tu sens les flics dans ton dos. Si tu cours, cours, à en avoir les larmes dans tes petits yeux, que tu fuis comme un fou dans la rue déserte, jusqu'à ce que les jambes te manquent, tu sentiras bientôt leur souffle dans ton cou, et puis que l'on te prend par l'épaule, qu'on te râpe, qu'on te décolle du sol. Poussons les choses au-delà. Il me colle au fond sur le plancher, il me refile au passage quelques coups de genoux, de matraque ou de poing, il me met le pied sur le ventre et il continue de cogner. Là, qu'est-ce que je fais, Henri? Dis-moi vite, sans réfléchir, à quoi je pense là tout de suite, et qu'est-ce que je fais? Vous croyez, vous autres, que parce que vous parlez beaucoup, on n'attend qu'une chose. On ne vit que pour ça, on n'a qu'un seul désir. C'est que vous en disiez encore davantage. Henri ne fait plus cette gueule, pas une seconde de plus. Je suis un copain, non? À la sud-américaine. Henri, comme ça, ok? Alors, je peux te dire quelque chose? À toi seulement, dans le creux de l'oreille, je peux te le dire? Tu as le
le creux de l'oreille dégueulasse? L'oreille la plus parfaitement sale que j'ai jamais vue. L'oreille la plus dégueulasse des États-Unis. Oh, elles sont tes dents. Jamais tu ne t'es lavé, hein? Tu peux me le dire à moi, pas de problème, je ne te trahirai pas. Mais tu as aussi les ongles les plus noirs que j'ai jamais vus. Et le plus grand nombre de boutons sur la gueule. Tu as plus de boutons sur ta gueule que tous les boutons de toutes les gueules de tous les États-Unis réunis. Je suis sûr, Henri, tu peux me le dire. Je ne trahis pas, moi. Sûr que quand tu entres dans une pièce, les meubles se couvrent de poussière, les tapis de taches de graisse, et que les vitres deviennent sales au point de ne plus laisser passer la lumière. En peau, naturellement. Montrez-les-moi! Henri, pendant tout ce temps, moi, où je suis? Tout ce temps-là, le flic a cogné. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Écoute bien. Je regarde le flic, et tout de suite, je vois les gouttes au-dessus des lèvres. Ces foutues gouttes de transpiration qui vous viennent à certains coups. Enfin, cette foutue transpiration qui me ressemble. Alors tout est joué. Quand j'ai reconnu le dessus des lèvres qu'on a à certains coups, je ne peux plus m'empêcher de regarder au-delà, plus profondément. Je ne peux plus m'empêcher de me fixer sur ce dessus des lèvres que je me mets à aimer comme un fou. Et puis à regarder longtemps le flic. Je me mets à aimer à travers toutes les gouttes de transpiration possibles. Les joues, le nez, le front, la main sur la matraque. Et couché là, je meurs d'amour pour l'être le plus répugnant que l'on puisse imaginer. Et je meurs du désir de le révéler. Et de me les prêter. De toute façon, si je te perds, je suis sûr de te retrouver. Henri est tout près. Pas d'erreur possible. Les Américains me dégoûtent. Toujours à vous toucher, à vous filer des grandes tapes dans le dos, à éclater d'un gros rire américain et sympathique sans raison. Ils vous embêtent toute une soirée, veulent vous serrer la main, n'importe quoi comme cela, et après éclatent des rires sans raison, parce qu'ils sont américains. Les gens qui éclatent des rires me dégoûtent. Même les gens qui rient sans éclater, tout bas. Même les gens qui disent, ces jours-là, à ces spectacles, ou en lisant cela, ou avec un tel, j'ai rigolé. On est entouré des gens qui veulent rigoler au mauvais moment. D'abord, ils commencent toujours par rigoler pour montrer qu'ils sont ouverts et pleins de richesses intérieures. Les plus salauds des Américains rigolent d'abord 20 fois avant de vous parler, pour montrer qu'il est ouvert. Les gens sympathiques et pleins de richesses intérieures me dégoûtent. Henri, méfiez-vous des gens qui font semblant de s'intéresser à vous. Méfiez-vous des gens qui vous appellent au téléphone quand ils ont les spleens. Méfiez-vous des regards émus et souriants. Méfiez-vous de copains qui vous prêtent ses gants. Ces types-là vous collent l'emploi de personnages secondaires pour mieux s'y voir et s'y faire voir. Et après qu'ils vous l'ont collé, essayez toujours de vous en défaire. Ces types-là courent derrière qui est un peu moins beau qu'eux, qui est un peu moins riche qu'eux, qui a plus de boutons qu'eux sur la gueule. Ils vous regardent, vous déclarent leurs copains, et en gardant leurs gants, ils vous serrent la main avec un regard qui dit « Comme il est touchant ». Méfiez-vous qu'on vous colle l'emploi secondaire et touchant. Avant qu'il soit trop tard, barrez-vous. Ne répondez plus aux questions, n'écoutez plus. N'ouvrez plus jamais la bouche que pour dire une chose irrécupérable. Je n'ouvrirai plus la bouche devant vos autres que pour dire une chose irrécupérable. Et on verra bien, alors, ce qui se passera. Henri, tu es parti? Salut! Tu viens t'asseoir et me parler? Tu viens t'asseoir? Il n'y a plus grand monde dans la rue, c'est une bonne heure pour être dehors. Tu viens me parler, le rouquin? Je pourrais toucher ta tignasse? Tu me l'as laissé jamais toucher, hein? Juste l'effleurer de la paume de la main, je te promets de ne pas tirer ni appuyer. Ce n'est pas pour te
Empêchez-les d'être là et de me suivre partout. Après, ils se poseront sous ma tête. Qu'ils s'en aillent. Et toi, dis-leur, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas se réchauffer? Depuis le temps que tu veilles, tu dois avoir froid. Enfile ça, si on a chaud aux pieds, on a chaud partout. S'ils se posent sur ma tête, leurs pattes s'enfonceront. Rien ne la protège, mon Dieu, tu le sais bien. Entre la cervelle et les cheveux, je n'ai rien d'autre que la peau. Il n'y a chez moi que cette petite peau qui protège la tête. Tu ne le diras à personne, t'as compris? Tout le monde voudrait mettre sa main sur ma tête et leur saloperie de main s'enfoncerait dans la cervelle. Personne ne ferait cela, le rouquin. Bon Dieu, le con. Je ne connais pas dans le monde quelqu'un qui a été plus aimé que toi. Mon Dieu, le con. Tu ne veux pas jouer, le rouquin, c'est une bonne heure pour jouer. Tu vois les lumières qui flottent autour de nous? Est-ce qu'elles étaient là avant que j'arrive? Est-ce qu'elles étaient là avant que j'ouvre les yeux? Est-ce qu'elles sont encore là si je ferme les yeux? Et si tu fermes les yeux aussi? Ferme les yeux! Est-ce que maintenant, encore, les lumières flottent ailleurs que dans notre tête? Et si tu étais une lumière qui flotte dans ma tête et que j'étais une lumière qui flotte dans la tienne? Tu ne peux pas trouver un vrai jeu? Je ne connais pas le rouquin, quelqu'un qui soit plus écouté que toi. Tu sais bien que c'est pas vrai! Tous, vous me détestez! Partout, on me déteste! À l'école, on me fait des grimaces! À la maison, vous me faites vos sales sourires! Dans la rue, on me tend des pièges! Partout, tout le monde, toi et les autres, vous me mettez à part! Je le sais bien, moi! Ceux comme moi, tous les détestent! Qu'ils crèvent, vous dites! Qu'ils crèvent ou qu'ils rentrent dans le rang! Et moi, je ne veux pas! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Vous avez eu raison, cependant, de venir ici. Vous allez m'écouter, n'est-ce pas? Je vous prends en charge tout entière.
votre bizarrerie même, est-ce que je pourrais ne pas la prendre en charge? Elle aussi. Je m'occupe de vous, tout entière. Et vous me promettez d'écouter ce que je vous dirai, car je vois ce que vous allez faire maintenant. Comme si vous étiez ma propre fille. Mais notez qu'il me semble, madame... Leslie, faites déjà chauffer l'eau, amenez des serviettes et mettez plus de lumière. Merci quand même pour le flic. Une nuit au poste, non merci. Tout y est si sale et cette odeur comme cela pue, l'odeur d'homme, pas pour moi, merci bien. Mais notez qu'il me semble, vous direz que cela ne vous regarde pas, pourtant je trouve que si, cela vous regarde plus que moi peut-être. Il me semble que vous me devez bien ça. Vous vous portez garant. Ah bien sûr vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes obligé à rien. Moi non plus dans ce cas je n'aurais été obligé à rien. Vous direz sûrement que ce n'est pas la même chose, mais moi, je les ai bien supportées ces bizarreries à lui. Et cela, ces bizarreries, cela ne vient pas de moi. Qu'est-ce que j'avais à faire là-dedans, moi? Je n'y comprends même rien à toutes ces histoires. C'est plutôt à vous cela, c'est plutôt votre domaine. Comme si vous essayiez maintenant de me les mettre sur le dos. Pourtant, moi, ce n'est pas mon affaire, les gens qui ne font pas comme tout le monde, qui sont spéciaux, qui se distinguent. C'est votre rayon, ça, le génial. Avez-vous déjà vu un psychiatre? Je veux dire que le repas chaud, le lit pour cette nuit, tout ce que vous voudrez, ma petite fille, tout chez nous est à vous. Il faut vous servir de mon nez, comme si vous étiez de la maison. Et puis, il y a le reste. Quel reste, madame? Je crains pour vous que vous n'ayez été aimé comme vous ne le serez plus. Écoutez, sans doute, comme vous ne le serez plus. Alors, maintenant, Carole, nous sommes là. Non! Pardon? Monsieur paraît si gentil avec son sourire. Monsieur est comédien, je crois. Vous devez connaître des écrivains, n'est-ce pas? Est-ce que vous en connaissez personnellement, je veux dire? Pardon? Mademoiselle, elle ne m'aime pas du tout, mais qu'est-ce qu'on peut à cela? C'est son droit absolu. Elle m'a traité de grosse poule tout à l'heure dans le couloir quand elle était penchée sur moi. Notez que c'est son droit. Pardon? Anna! Leslie! Préparez de quoi manger à Carole et faites-lui son lit. Vite! Vite! Cette petite est toute gelée et ne se réchauffe pas. L'intrépidamment brave dans la montagne, le dragon aux pattes en lame de rasoir, mais de sa fenêtre, la belle masquée a fait nom de la tête. Alors l'intrépidamment traverse la rivière, où flottent toutes sortes de mines et aborde de l'autre côté, et la belle masquée fait nom à nouveau. L'intrépidamment contourne et tremble, abat un à un, les gardiens armés de grenades et de sabres au laser, et lorsque l'intrépidamment, au bout des épreuves, arrive au pied de la belle, celle-ci, sans même se tourner vers lui, secoue sa tête de gauche à droite. Alors l'amant se tue et tombe à ses pieds. Cette fois, elle le regarde et elle fait oui de la tête. Elle sort son couteau, découpe le cadavre et morceau par morceau, le mange tout entier. Leslie jouait la belle masquée et Anna, son épouse, l'intrépidamment. Sûr que de la
la patience, j'en ai. D'ailleurs, tout ce qu'il fallait pour être avec lui longtemps, jusqu'au bout, je l'avais. Tu entends cela? Chut, Anna, chut. Mais je veux dire seulement, le rouquin, il aurait pu devenir bientôt un de ces vieux clochards qui demandent 100 balles et qui font pitié. Est-ce qu'il ne le serait pas devenu? Je crois que si, sauf que j'étais là quand même pour l'empêcher de prendre la pente. Qu'elle s'en aille donc ou je ne réponds plus de moi. Tais-toi, tais-toi. Je ne dis pas que vous l'aimiez pas, non, ce n'est pas du tout cela. Vous avez votre manière à vous, votre air bien à vous, qui marche bien ici et vous vous comprenez, mais à part cela, en dehors d'ici, n'est-ce pas? On peut s'entendre ici, entre soi, tranquillement, mais dehors, j'aurais moi plutôt pitié de quelqu'un qui n'est aimé que chez lui. Vous supporterez cela? Et moi, je lui dirai à cette grosse poule. Oui, je le dis. Grosse poule, grosse poule, grosse poule. Comment il a pu faire donc le rouquin avec elle? Qu'elle me dise comment il disait « je t'aime ». Qu'elle me dise comment il la touchait, la serrait, il parlait de tout près. Comment il se disait « je t'aime » et toutes ces autres choses. Comment il faisait cela? Qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle lui disait. Je veux voir comment une grosse poule dit « je t'aime ». Et qu'est-ce qui arrive? Je veux voir, moi, ce qu'il a pu vouloir, au fond, le rouquin. Je vous raconte une histoire avec moralité. Là-bas, dans ces régions lointaines, là où sont les montagnes où personne ne va jamais, reculez, reculez, infectés de bandits, et dont les chemins se tordent et sont remplis de pièges, il y eut un gros homme un jour qui voulut les franchir. N'y allez pas, lui avait-on dit, personne n'en revient intact, mais il avait bombé le torse en disant « Femme, et toi ma petite fille, montez dans la diligence ». On l'avait bien dit, vous voulez donc partir avec cette voiture-là, si coquette, si fragile, mais il n'écoutait pas qu'on charge les bagages, qu'on attelle les chevaux, et puis partons, partons. On monta les bagages, on monta la femme et la petite fille, le gros homme s'assit, et tous leur crièrent « Dieu vous garde, tant pis pour vous !» Et les chevaux filèrent, et la petite fille chantait en tapant dans ses mains « Nous partons, nous partons !» Et maintenant, les chevaux filent sur le chemin tordu et tout plein de mystères. Mais, au premier virage, un horrible bandit a surgi des fourrés, en poussant un grand cri, et court derrière la diligence. Plus vite, les chevaux, plus vite! Mais déjà, le bandit les rattrape, s'accroche à la voiture, monte sur le marchepied, sans arrêter de crier, 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 à vous arracher les oreilles. C'est l'or qu'il veut, me dit le père. L'or, murmure la mère. Donne-lui, crie la petite fille. Jamais, dit le gros homme en faisant les gros yeux. Mais, comme le bandit frappe contre la vitre, montre son hideux visage, le gros sort sa bourse, compte son or, pousse un gros soupir, ouvre la fenêtre et jette tout sans regarder à la face du méchant. L'or roula sur le sentier, fila le long des pentes, dévala le précipice et disparut au fond. Mais le bandit n'a pas tourné les yeux et continue de crier, 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 à vous ébranler le cerveau. C'est notre petite fille qu'il veut, murmure le papa. Ah, ne me donne pas, pleure la petite fille. Donne-la, crie la mère. Jamais, dit le gros homme. Mais déjà, l'horrible main pénètre dans la voiture et happe de tous côtés. Alors, sans regarder, la mère prend les cheveux, le papa prend les pieds et il pousse la petite à travers la fenêtre. La petite fille glissa sur le sentier, s'enroula dans ses cheveux, rebondit sur le rebord et s'écrasa au fond avec un petit cri. Mais l'horrible bandit a gardé sa main là et n'arrête pas son cri. Plus vite, les chevaux, plus vite. Je sais ce qu'il veut, crie le gros. Des bijoux, des fourrures, donne-lui. Les fourrures jamais, les bijoux jamais, hurle la pauvre femme. Mais lui arrache les bagues des doigts de sa femme, jette les valises par les fenêtres, pousse fourrures, manteaux, bijoux, sacs, qui dévalèrent le chemin, disparurent au fond du ravin et furent perdus à tout jamais. Mais lui, le bandit, crie toujours, s'agrippe à la portière, force la serrure et son cri devient terrible. C'est donc toi qui l'exige, dit le gros homme en faisant les gros yeux. Ah, ne me donne pas
ne me donne pas sans doute la pauvre femme. Mais il s'approche d'elle. Les ongles de la femme ont griffé la banquette, arraché le bois de la porte, se sont piqués des chardes, mais quand même, elle a roulé quelques mètres de chemin, puis volé et plané au-dessus de l'abîme et disparu au fond sans faire le moindre bruit. Mais le méchant est là, il ne lâche pas prise et la porte va céder. Plus vite, les chevaux, plus vite. Sont-ce mes armes que vous voulez? J'ai mis le gros homme en s'épongeant le front et il passe par la fenêtre un à un et tout doucement. Son sabre, son pistolet, un couteau et même l'épingle de sa cravate. Mais le méchant au visage ne disparaît pas, ni le cri surtout. Alors, désarmé, ruiné, à demi nu et seul pour toujours, le gros homme saute de la voiture. Le bandit saute aussi et les chevaux filèrent. La coquette et fragile diligence filait au loin et disparaissait, perdue à tout jamais. Debout, face au bandit, le gros homme bombe le torse une toute dernière fois, essaye tant bien que mal de faire les gros yeux, regarde le bandit qui a cessé de crier et il demande « Dites-moi, cher monsieur, qu'est-ce que vous voulez? En juste !» Sans un mot, le bandit le regarde des pieds à la tête, puis il fait demi-tour et s'éloigne lentement vers les fourrés, les mains dans les poches. Et quand il eut disparu, le gros homme, solitaire, ruiné, sans armes et tremblant de froid, entendit son rire, un horrible rire, qui lui arracha les oreilles, lui ébranla le cerveau, et qu'il entendit longtemps, interminablement. Et la moralité? La moralité... Je ne sais pas, moi. Ne me laissez pas seul. Il faut rester unis. Sinon... Abstrait, nocturne, déconnecté. Ce soir-là, je suis sorti, j'ai appelé un taxi, je lui ai dit « Emmenez-moi, monsieur !» « Où, monsieur ?»« Au meilleur endroit possible, monsieur. »« Bien, monsieur, m'a-t-il dit, et il m'y a emmené. Et depuis... » J'y stationne. De moi-même, je ne sais pas où me mettre. Je sais que je n'ai rien à attendre en stationnant ici, mais je ne sais réellement pas où je dois me poser. Ici, du moins, les cabines téléphoniques ont les fils arrachés et servent de poubelle. Les voitures ne passent pas, sauf quelques taxis qui amènent des gens et repartent à vide. Ici, les corbeaux volent sur le dos, les chiens sont aveugles, tout le monde marche à reculons. Enfin, je suis parmi mes frères et je peux stationner. Conduisez-moi, monsieur, là où vous verriez un homme comme moi. Je suis descendu là où il m'a dit. Vous y êtes, monsieur. Je ne suis qu'un pauvre comédien, jamais soi-même, toujours entre deux décors. Je ne suis rien d'autre qu'une feuille de papier poussée par le vent que n'importe qui ramasse. Qu'on me donne cependant un amour d'homme, enfin, un amour posé quelque part, solide, épais, un amour à toucher, à palper, à saisir, à torturer sous mes doigts. J'ai des besoins, moi, de toucher, je suis profondément physique et tactile, si vous voyez ce que je veux dire, mais je demeure une feuille de papier amoureuse. Je suis amoureux, point final, d'un amour global, général, indéterminé, vague, abstrait. Comment faire une famille avec tout cela? Comment reproduire un salon, une salle de bain, une chambre à coucher, une marmaille avec du vent et des froncements de sourcils? Alors, je parle aux absents, je me déclare aux morts. Je regrette surtout, je suis un spécialiste du regret. Taxi, emmenez-moi où doit aller un homme comme moi. Vite, vite. Ou être un être simple, avec des boutons sur la gueule et l'envie de porter les gants du voisin. Désirer par-dessus tout une belle paire de gants de peau. Et pour le reste, à l'aise dans la vie, je me réveille, je tire les rideaux. Salut New York, le soleil, de l'eau sur la peau. Salut Leslie, qui vais-je appeler au téléphone? Avec qui déjeunerai-je? Qui va me sourire? Avec qui dînerai-je? Qui m'appellera au téléphone? Qui restera éveillé toute la nuit avec moi? Qui s'endormira avec moi au matin? Qui me regardera me réveiller, tirer les rideaux? Salut New York! Salut Leslie! C'est ici, monsieur. Merci.
Merci beaucoup. Et maintenant, c'est fini. Je suis parti, cette fois, pour de bon. Je suis un corbeau qui vole sur le dos pour ne voir que le ciel. Je suis un chien aveugle qui marche à reculons. Je suis celui qui dit les mains sur les oreilles et les yeux bien fermés. Plus un regard sur moi, s'il vous plaît. Regardez devant vous. Regardez-vous entre vous. Laissez-moi passer, invisible, transparent, silencieux, posé sur un nuage. Je me glisse entre vous et personne ne me voit, s'il vous plaît. Que chacun se plonge dans son être profond et coupe les cordages. Sinon, alors là, je suis bien décidé à me défendre. Car à vous, je me défends. La première chose, je tire mon flingue. Un regard, un souffle, et je tire mon flingue. Tu m'as regardé, n'est-ce pas? D'accord. Je regrette, vraiment, mais je suis comme cela. Je suis celui qui tire son flingue sur le regard. Qu'est-ce que c'est? J'entends respirer ou je rêve? Tant pis pour vous! Fallait savoir que j'étais celui qui tire si on respire. Et maintenant qu'on le sache, que cela se dise, j'ai le flingue facile. Oh. Salaud. Qui a tiré? Qui se montre? Oh non! Ne tirez plus! Au secours! Salaud! Montrez-vous! Je me rends... Au secours, au secours! On me tire dessus! Ne me laissez pas mourir! Arrêtez de tirer! Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir! Tranquillement à jouer, il faut que toute la famille se réunisse où je suis. Toi ici et l'autre conne à la porte. Tu sais qu'elle est là, l'autre conne à la porte? Elle est revenue, pauvre veuve, elle adore ce rôle. Comment elle passe la grille, je voudrais bien voir ça. Comment elle s'accroche partout pour venir pleurer là. Mon Dieu, la conne qui pleure là comme n'importe quelle veuve. J'attends que les flics reviennent la chercher. Je voudrais voir cela. Comment ils la ramassent, la gronde. Voir la tête qu'elle fait, la tête qu'ils font tous. Elle ne fait que pleurer. Ce n'est pas interdit, même que c'est très bien. Sauf que c'est interdit d'entrer dans un cimetière à n'importe quelle heure et de rester là. Et il la relâche, elle revient, elle reste là, qui pleure. Ils reviennent, et 36 fois comme ça, jusqu'à ce qu'ils aient les mains et qu'ils l'enferment une bonne fois chez les fous. Tout à l'heure, j'aurai la paix. D'une pauvre conne de meuf qui pleure à ma porte. Rien à faire que tu dis. Moi, je ne crois pas tant que cela. Tu as bien choisi ton moment, le bouquin, non? Ni trop tard, ni trop tôt, mon vieux, pour avoir tout pour toi. Les larmes des femmes et le reste, qu'il ne reste rien pour moi, non? Les femmes ont du plaisir à chialer. Et c'est pour faire plaisir aux femmes, rien qu'à cause du plaisir des femmes, le requin. Et moi, vieux, dans tout cela, les femmes te pleurent, toi tu t'enterres, mais moi, là-dedans, je suis toujours là, et bien là. On aurait pu avoir encore un ou deux bons soirs dehors à jouer. Tu n'aimais pas les soirs dehors à jouer sous le pont. C'est que tu me les casses avec tes histoires. Rien à foutre, moi, de tes salades. T'as que ça à penser, toi. Tes émotions, Leslie. Tu sais ce que j'en pense. Tu sais ce que j'en fais. Bon Dieu, quelle salade autour de moi. Tout ça pour autant ne pas exister, c'est tant mieux, c'est pareil. Tout ça, c'est de la salade. Regarde-moi, cette bête. Rien dans la tête, rien ailleurs que dans les poches de son tablier. Elle pourrait autant ne pas exister et qu'elle ait son tablier pendu dans la cuisine. On ne verrait pas la différence. Un, l'autre, le vieux. Ça, c'est un homme. Quoi? C'est plein de flotte ici. Plein de flaques d'eau pour se noyer. Tu sais qu'on se met dans une flaque d'eau comme rien, quand on est un môme, on fait un faux pas, on se casse la gueule, on tombe dedans la tête la première, un peu sonnée, et ça y est. Ça serait venu comme cela par hasard, lorsque tu étais môme, on n'aurait pas fait tant d'histoires. Ça n'arrive jamais par hasard, jamais, pauvre con. Tu veux que je te dise?
Tout cela, je suis d'accord que la famille c'est ce que c'est, que mal n'est pas la grosse tête, que le vieux est un sou. Allez, ta gueule! Pas un mot, vous con! Il ne sait rien, il parle. Tu veux encore que je te dise quelque chose? Je commence à en avoir marre de tes petits airs, de tes pauvres cons, j'en sais plus, moi. Je suis plus malin que vous, et d'abord je suis mort, j'en sais de toute façon plus. Tes petits regards qui nous prennent pour rien, et tous tes pauvres cons. Parle-moi autrement, s'il te plaît, cela commence à bien faire. Tu joues le type qui veut faire des expériences, qui regarde le monde avec d'autres yeux au point qu'on n'y comprend rien, tout ce que tu racontes et qu'on se dise quel drôle Dieu il a pour le monde. Mais en attendant tes expériences, tu ne te mets pas à parcourir le monde tout seul pour les faire. Tu te trouves une petite femme ordinaire, et comme n'importe quel Américain moyen, tu t'enfermes avec elle dans un petit home. Et tes expériences, tu les fais dans un petit home bien tranquille. Il n'y a pas d'un côté ce que tu trouves et qui est génial, et de l'autre ce qu'on te donne et qui n'est rien du tout. Pas besoin de parcourir l'Amérique, pauvre con. Tu te couches sur ton lit, tu regardes autour de toi et tu te demandes quel prix j'ai dans tout cela. Tout le monde se demande quel prix il a, combien il représente, et ensuite cherche le moyen de valoir le plus possible. Alors je me suis dit, je cherche une autre base de calcul. Et l'autre base de calcul, je l'ai trouvée. Prends un autre système de calcul, Leslie, sans rien en dire à personne. Et évalue alors, Carole, toi-même, tout et tout le monde. Tu rigoleras. Trouve-le si tu le peux. Moi, j'en ai trouvé un, et rien que pour vous emmerder, je donne les résultats sans donner le système. De toute façon, vous êtes tous du bêtise infernale. Rien que pour nous embêter que tu as fait cela. Pour te faire parler aussi, pauvre con. Où tu as appris ce langage à bouquin? Personne ne parle comme cela chez nous. Moi, je parle comme cela, pauvre con. Bon Dieu de merde. Putain, putain, putain. Con, connard, pute. Enculé, bite. D'ailleurs, tu n'arriverais pas à marcher en équilibre là-dessus sans te casser la gueule une fois au moins. Toi non plus, tu n'y arrives pas. Rideau. S'il vous plaît, je demande. Écoutez-moi, je vous prie, ce que j'ai à vous dire est extrêmement important. C'est au nom du gouvernement américain, au nom de chaque État de la Fédération d'Amérique. C'est au nom de notre peuple, en mon nom propre, moi, Anne, ancien soldat de l'armée américaine, que je vous prie, écoutez-moi! Ce sont mes jambes, pardon. Elles voudraient tant sauter, faire une pirouette dans un petit coup. Il faut que je les supplie. Ne bougez pas, mes petites. Il faut que je les tienne des deux mains. Non, pas de pirouette. Il faut que, par n'importe quel moyen, je les remplisse de coton. Et qu'elles finissent par se détendre. C'est le moment de sauter. Ma pleure, là-bas. Son visage penché vers le poste de radio, elle pleure sur ses enfants. Est-ce que ce serait décent de s'envoyer en l'air? Pourtant, il y a de quoi. Au nom de tout ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai entendu à la radio, cela est officiel. On y va, on y retourne, l'Amérique mobilise. Je savais bien, moi, que ces temps de relâche sont pour reprendre notre souffle. Et que, tandis que pendant que toutes ces mères soignent inutilement leurs enfants, tandis que les familles se chamaillent sans répit, tandis que nous devisons là, tranquillement, ailleurs, sans que réellement on en soit avertis, sans que nous le sachions vraiment,
On circule dans les bureaux, on décide au ministère, on dose, on mélange, on expérimente dans les laboratoires, on travaille en commission, on fabrique dans les usines. Le Pentagone turbine sans relâche, la Maison Blanche tranche sans appel, et au bout du silence, tout à coup il y a la radio et mes jambes plus nerveuses que jamais qui se mettraient à danser. Mais s'il y avait dans son coin les larmes de masse sur ses enfants. Mais je suis Hal, tout de même. Ancien soldat de l'armée américaine. Et si vous n'en croyez rien, si mon allure vous égare, moi je m'y reconnais bien. Ne vous y trompez pas. Il y a des généraux même qui, dans le civil, ont des allures curieuses, un genre à la française, des allures de poule. Eh bien, voyez les dieux qu'ils sont sur un champ de bataille. Or, moi, 2 mots à la radio, m'ont brusquement remis dans le nez cette odeur familière, nocturne, si lointaine déjà des campements de guerre, l'odeur d'hommes et de forêt. Oh, le goût de la guerre, le vrai goût de l'Amérique. Au nom de l'Éternel, l'universel goût américain, je dis, maintenant qu'on est prêt, qu'on a travaillé, réfléchi, turbiné, ouais, qu'ils y retournent. Et puis qu'il en revienne, ce brave Leslie, comme il le pourra. Que voulez-vous? Il était temps, et j'ose dire que c'est tant mieux. Tout va si mal ici, tout est si divisé, nos enfants vont si mal. Vous savez de quoi je parle? Qu'il était vraiment temps que la guerre se déclare. Personne ne veut ressembler à personne, personne ne veut que tout le monde se ressemble. Or, moi, je dis bien haut que tout le monde se ressemble plus qu'il ne veut bien le dire. Simplement, il y a l'âge qui fait que moi, je suis un ancien soldat américain, que eux vont l'être demain, c'est officiellement dit, qu'ils y retournent, eux, alors que moi, j'y suis déjà allé, éternel cercle de la vie, tout recommence, j'ose le dire. Que voulez-vous? Qu'ils ne savaient que dire, ah non, pas moi, moi jamais, alors par petits groupes, ils se sont divisés. Nous on pense comme ceci, nous on pense comme cela, et à l'intérieur des groupes encore, nous on est intelligents, nous on veut casser la baraque, moi je lis tel journal, diviser, diviser, jusqu'à se retrouver tout seul. Chacun de nos propres enfants n'est-il pas aujourd'hui si terriblement seul qu'il faut s'en alarmer? Comme si on ne pouvait pas penser ce que l'on veut, lire ce que l'on veut, vivre comme l'on veut, et tous ensemble y aller. Voyons cela, comment faire, que leur dire? Sinon à l'intérieur s'alarmer terriblement et penser au fond de soi, tout ça, c'est pas possible! Prenez votre propre enfant. Prenez ce brave Leslie. J'ose dire que c'est pire. Chacun a pris à part est pire que les autres. Mais les comédiens, les artistes, c'est 1000 fois pire que tout. Pourtant, est-ce que je ne suis pas artiste moi-même? Si. Je suis un ancien artiste. Mais est-ce que pour ça je me mets à part? Non. Je ne me suis jamais mis à part, jamais cru dispenser. Est-ce que les artistes ne se croient pas tous dispensés? Hélas, si, tous s'y croient. Comment croire que les artistes ont encore une raison d'être s'ils se croient dispensés d'être américains? Est-ce que je n'aurais pas décidé sur l'art, moi aussi? Si, j'en ai. J'aime autant vous le dire. Je dis que l'art ne doit pas se croire dispensé. Mais voyez les artistes! Tous se mettent à prendre leurs allures à la française, des allures de poule, tous se mettent à jouer du Marivaux. Je n'ai rien contre Marivaux, c'est pas ça du tout. J'aime fort Marivaux, je ne crache pas sur la belle langue. Je suis artiste et soldat américain. J'aime la belle langue française et l'armée américaine. Mais en les voyant tous, je m'inquiète. Je m'alarme. Je me dis en moi-même... c'est vraiment quelque chose. Car ce qu'on leur entend dire, n'est-ce pas, et vous comprenez, c'est fini les idées sur l'art. Fini les idées sur l'Amérique, sur la liberté, sur l'homme. Fini vos idées sur l'homme. Vous avez compris, fini de penser que l'homme doit boire de l'alcool, jouer au rugby et siffler les filles. Est-ce que les hommes maintenant ne siffleront plus les filles? Est-ce que le rugby est un sport interdit? Est-ce qu'on vous fera les gros yeux quand vous boirez un petit verre?
Alors, si le monde doit devenir cela, moi, fermement, je garde mes idées et sans rien dire à personne, je penserai quand même. C'est vraiment plus possible. Cependant, elles y vont. Tout recommence toujours, je l'ai toujours dit, le Vietnam après la Corée après tous les autres. Et ce n'est pas fini, éternel cercle de la vie. Comment ils reviendront, personne ne peut le dire. Ce que l'on peut dire, c'est qu'eux-mêmes, bien plus tard, regardant leur passé dans l'œuvre de leurs enfants, à leur tour hocheront la tête et intérieurement se diront « Vraiment, vraiment, vraiment. » Que mes jambes maintenant me portent où il le faut. Et si vous avez vu devant vous un vieil homme chétif, maladroit, qui n'a que peu souri et marchait en hésitant, il n'empêche pourtant que je ne suis rien de tout cela. Je suis fort, comme une armée de milliers d'hommes jeunes. Mon visage, c'est celui que vous voyez, rit et montre toutes ses dents. Quant à mes jambes, si elles vous semblent dociles, ne vous y trompez pas. En réalité, je danse. Si vous avez cru voir devant vous ce que vous croyez voir encore et qu'en réalité il n'y a jamais rien de tout cela, c'est qu'il y a Ma, près de moi, qui pleure. Simplement, je sais ce que je ferai. Tu sais ce que tu feras, hein? Oui, je sais, moi, ce que je ferai si l'on m'y force. Je marcherai les culs vers l'ennemi. Une armée des dos et des culs s'avance vers l'ennemi. Tirez, dit le général. Il tire dans la direction de leur regard. Mais, à part cela, tu saurais te battre, tu saurais te défendre, hein? Ce que je ferai, moi, si l'on me force, c'est d'avancer droit devant, les mains dans les poches. T'avances en regardant la ligne d'horizon. Une belle armée de types, la tête haute, regarde l'horizon. Bien, dit le général, mais les mains dans les poches. Sifflons, camarades. Bien, dit le général. Quel courage ont nos hommes, mais les mains dans les poches. Et si l'envie de pisser vous vient, arrêtez-vous, ceux qui étaient l'horizon de regard. Bien, dit le général. Mais ne regardez pas le monde là. L'ennemi approche. L'ennemi est là. Tirez, dit le général. Et l'ennemi tire sur un armée des types trop épicés en de marcher en sifflant, les mains dans les poches. Mais tous ne les verraient pas, il y a trop d'Améroc parmi nous, Leslie. Henri. Pourtant, c'est toujours par eux que ça commence. C'est eux qui ont commencé, bon Dieu. D'ailleurs, ils ne savent que commencer. Les premiers Amérocs venus déclarent la guerre à l'autre premier venu. Rien que s'ils sont un peu plus forts que lui, ou que l'autre a des boutons dans la blague, ou je ne sais quoi encore. Ils ne vont pas tous débarrasser l'étranger, ce sera comme cela. Les Amérocs déclarent la guerre. Où ils veulent, quand ils veulent. Moi, je ne serai jamais capable de casser la figure de quelqu'un. Jamais je ne pourrais taper sur un visage. Rien qu'à voir le visage, je ne pourrais pas. Que moi, je ne pourrais. Je t'ai dit, taper sur mon visage, cela ne me ferait pas peur. Tiens pour toi, je m'attaquerai à la vraie, à la grande, à la suprême Amérique. L'Amérique Kissinger, l'Amérique syrienne, l'Amérique Nixon, Carter and the others. Tiens pour eux, Tu n'étais jamais fait vider d'une boîte, Leslie? Je ne vais jamais dans les boîtes. Moi, toujours. Tous les soirs. Je ne peux pas m'empêcher. Si j'ai tombé du pont,
Est-ce que tu me recouvrirais tout de suite? Et pourquoi tu tomberais du pont? Est-ce que tu me recouvrirais? Plutôt oui, cela ne doit pas être beau à voir. Tu sais comment je suis là? Tu as monté les marches et tu t'es assis sur le rebord. Non. Tu sais comment ma mère m'a raconté que ça se passait, comment elle m'a fait. Je devine. Tu veux entendre ce qu'elle m'a dit? Peut-être. Un soir, j'ai été resté au bar le plus longtemps que j'habitude. Les métros ne marchaient plus jusqu'au matin, les taxis auraient coûté une fortune. Qu'est-ce que j'allais faire seul à New York jusqu'au matin? Tu vois, ma mère, à New York, seule toute la nuit, sans l'argent pour un taxi. Alors, un copain m'a dit, viens chez moi, il y a 2 lits. Depuis le temps qu'on se connaît, je lui ai dit ok. Il est arrivé chez lui, il y avait 2 lits. Il s'accouchait dans l'un, moi dans l'autre. Merci mon vieux. Pas de quoi. Tu te voyais jusqu'au matin à attendre le métro. Et bonne nuit. Bonne nuit. Jusqu'à là, rien ne s'est passé, tu comprends? Et moi, je ne suis pas là. Mais elle m'a raconté encore. Au milieu de la nuit, il a dit, tu dors? J'ai dit, un peu. Il a dit, tu n'as pas froid? J'ai dit, pas vraiment. Alors il a dit, moi j'ai très froid. Très froid. Oui. C'est tout.
maison est pleine de gens qui n'arrêtent pas de pleurer. Il y a toujours une histoire pour vous faire gémir. Et entre deux histoires, on fait le pont. Un pont de larmes et de plaintes où l'on ne sait pas trop pourquoi on pleure. Tu n'arrêteras jamais de pleurer, Ma? Accroche-toi, moi, Leslie. Moi, je ne pleure pas. J'attends de voir. Je ne fais rien à l'avance. J'économise pour quand cela sera absolument nécessaire. Regarde, Ma. Pas d'économie, pas de temps perdu. Tu as tout à l'avance. Elle a son air de drame qu'une fois pour toutes elle s'est mise sur la figure. Et maintenant il y reste. Quand donc l'a-t-elle pris pour la première fois? Vieille histoire. Sans doute plus vieille que nous. Je ne l'ai jamais connue autrement, il me semble. En tout cas, elle est toujours prête. C'est commode. Plus même besoin de mouchoir. À force de le porter par tous les temps sur le visage, son air de drame est devenu sec. Accroche-toi bien, Leslie. Les larmes qu'on verse sur toi sont sèches. Ce sont des larmes de l'esprit, abstraites, métaphoriques. D'ailleurs, tout ici n'est-il pas abstrait, métaphorique, spirituel? Où donc y a-t-il encore des cœurs qui battent, du sang qui coule? Où y a-t-il des yeux qui brillent? Je suis dans une maison où les hommes sont couchés et où les femmes, le regard voilé, regardent par la fenêtre l'impasse, déserte comme un cimetière. Lorsque j'étais petite, j'avais un compagnon invisible à mes côtés. Je fermais doucement la porte derrière moi pour le laisser passer. Je couchais au bord du lit pour lui laisser la place. Souvent, il me parlait en se penchant sur moi. D'abord, c'était un animal, au corps chaud et la tête recouverte de longs poils. Je lui disais, petit animal, mon ami, rends-moi sur ton dos, emporte-moi loin pour toujours. Yéha! Conduis-moi dans ces pays lointains où les nègres font des feux et dansent toute la nuit, où les yeux bridés cachent plein de mystères. Emporte-moi là-bas sur ton dos, je veux être leur reine. Et lui me répondait, tout bas, penché sur moi, oui, je t'y amènerai. Patience, petit ami. Les femmes rêvent de fuir et les hommes le font. Vive la guerre, Leslie. Tu reviendras allée, sombre, et l'allure guerrière comme les femmes vous aiment. Tu reviendras fort, plein de gestes assurés, plein de cette science mâle que les femmes admirent. Tandis que moi, plus voilée que jamais, je poserai mon front tout contre la fenêtre et je regarderai l'impasse déserte comme un cimetière. Vive la guerre! Que tous les hommes de toute l'Amérique se retrouvent au Vietnam, qu'ils traficotent leurs histoires d'hommes, qu'ils règlent entre eux leurs histoires d'hommes, qu'ils s'y retrouvent comme au collège, qu'ils achèvent là-bas les matchs de football qu'ils ont commencé au collège sans nous. Moi, je me lave les mains du traficotage des hommes entre eux. Quand New York sera vide du dernier mal, qu'ils seront tous à régler leurs comptes, les pieds dans les rizières, alors je me dirai, c'est tant mieux, on voit clair, tout est si misérable. Va, Leslie, obéis, va rejoindre les hommes, va rejoindre le front. Mets-toi vite à l'école de la brutalité, de la bêtise, de l'aveuglement auquel par miracle tu avais échappé. Au premier coup de sifflet, empresse-toi de dire, je suis prêt. Pour remonter d'un coup des siècles d'intelligence, pour oublier d'un coup ton passé, ton avenir, tes origines, tout. Au premier coup de sifflet, Leslie se met debout, saute les barrières, court comme un forcené, se met au garde à vous, est prêt pour obéir. De quoi disposerais-je, moi, pour te retenir? S'il pouvait demeurer, caché quelque part au fond de l'Amérique, un seul être lucide, un seul esprit qui fût indiscutable, je courrais le chercher et l'appeler à l'aide. Mais il n'y a plus, dans toute l'Amérique, d'esprit indiscutable. Et quelle trace reste-t-il, ici, d'un peu de lucidité? Je ne vois qu'une vieille femme et ses larmes mécaniques. Et cet homme, là-bas, qui a le sourire des vieux. Si seulement cet être existait encore, où qu'il soit aujourd'hui, moi, je le trouverais, et je le forcerais à revenir parmi nous. Mais je crois que la dernière intelligence s'est depuis longtemps fait sauter la tête à coups de revolver. Alors, désormais, au premier coup de sifflet, on tombe, on se ramasse par terre, on se précipite, on obéit. On se fait sa petite place entre la multitude qui n'a jamais quitté le sol, et on suit, aveugle comme les autres, mêlé et perdu entre tous,
Bandit, voyou, analphabète, impotent, ouvrier ignorant, paysan dégénéré, gueulard et imbécile qui font toute une armée. Au premier coup de sifflet, on retombe tout droit à la barbarie. Oh, tout le monde est tellement misérable. Il y a une petite fille, tout en bas, qui joue avec un chien. Le chien tourne tout autour. Voilà qu'elle s'est cachée derrière un réverbère. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. J'aimerais être une petite fille cachée derrière un réverbère. And it's been the ruin of many poor boy. And God I know. À moi. Le chien l'a découverte. Il saute. S'agrippe à sa petite robe. Elle s'enfuit en riant comme il court. Leslie, ne pars pas. Ne me laisse pas seule. Ne m'abandonne pas. Sans toi, Leslie, je n'oserais plus sortir dans la rue. Je n'oserais plus ouvrir la fenêtre. Sans toi, je ferme les yeux et je ne bouge plus. Brusquement, Leslie s'est levée. Son visage, où aucune intention ne se devine, lisse et froid, comme celui d'un mort, s'est tourné vers le fauteuil où Al, vaguement souriant, plane dans de vagues pensées. Al, c'est le père. Lentement, il s'en est approché. Ma, sa mère, a un petit gémissement et se cache le visage dans les mains, regarde à travers ses doigts. Anna, la sœur, s'assied sur le rebord de la fenêtre, d'un air intéressé. Leslie prend Al par le col de sa veste. Al, toujours légèrement égaré, il le soulève du fauteuil et le garde un instant suspendu dans le vide. Al, alors, semble s'en apercevoir, regarde Leslie et lui adresse un grand sourire avec un hochement de tête. Leslie le lâche, lui envoie un coup de poing en pleine figure, qui imprime sur le sourire d'Al un grand trait rouge. En tournoyant doucement sur lui-même, en cercle de plus en plus rapide, Al tombe au fond du fauteuil et disparaît tout à fait. Ma saisit Anna par la main et la traîne dehors. Le souffle court, battant le vide de ses mains. Leslie s'est mis à tourner dans la pièce d'un coup sec. Tout à coup, il s'est précipité sur les fenêtres. De grandes baies donnant sur la nuit bâillonnée aveugle de New York. Et de ses poings serrés, a brisé un à un tous les carreaux. Les vitres ont dévalé le long du mur et se sont écrasées loin en bas sur la rue. Un vent violent et rempli de bruit a pénétré la maison. Renan. Pauvre petit.
C'est bien. Faut rester tranquille. Petit, tranquille. Il ne faut plus bouger. Et c'est bien comme cela. Comme une berceuse. Est-ce que c'était bien de se fâcher de cette manière-là? Est-ce qu'on a été gentil de donner tant de travail à Ma, pauvre Ma, qui devra tout réparer? Est-ce que c'est chic de briser les vitres par un soir de grand vent et que tout le calme et la tiédeur du salon s'éparpillent dans les rues? Oh non, ce n'est pas chic. Et Leslie le sait bien, pauvre petit Leslie qui regrette maintenant sa grosse fâcherie et qui ne bouge plus, et qui ne bouge plus. Chaleureux. Mais qu'importe que les vitres soient brisées et que tout ce vent et le fouillis des rues entre maintenant comme il veut par la fenêtre, qu'importe l'épouvantable désordre de cette petite colère. Tout le monde n'a-t-il pas droit à sa petite colère? Si, tout le monde a sa petite colère un jour, et Ma, pauvre Ma, qui sait, se taira. Elle appellera le vitrier, raccrochera sans un mot les rideaux, fera rebrancher sans un soupir le téléphone. Et bientôt, tous les quatre, sous la lampe, assis autour de la table, eh bien, nous recollerons les bibelots, réparerons les vases. Et entre deux coups de colle, est-ce qu'on ne se jettera pas un petit regard? Sans un mot, mais un regard qui dit qu'ils sont beaux, ces petits, et qu'on est bien ensemble. Si, bien sûr. Et sous la table, je chercherai la main de Ma. Et c'est beau, n'est-ce pas, ces mains qui se croisent secrètement dans le secret du dessous de la table, tandis que rien ne paraît sous la lumière. Tant. Qui est-il, ce pauvre Leslie, sinon un petit chiot colérique qui, un jour, brisa les vitres du salon et puis toute la nuit s'est léché quelques gouttes de sang en regardant sa main? Froid, songeur. Comme ils sont bizarres, et pâles et nerveux, ces enfants. Ex-cathédrale. Mais enfin, tout le monde se permettrait-il quand il veut sa petite colère? Non, tout le monde ne se le permettrait pas, ce ne serait pas chic, et puis il ne ferait jamais chaud ni tranquille ici. Est-ce qu'il ne faut pas se retenir lorsque l'envie vous vient? Si, il le faut. Ou alors, quel massacre! Tout le monde passerait des crises de colère aux crises d'abattement sur le tapis du salon. Tout le monde voguerait entre les larmes et les éclats de rire et du rire aux larmes. Et quel moyen de vivre quand rien n'est retenu! Heureusement que la première colère se la cogne assez dur, mais qu'après, Dieu merci, le poing s'affaiblit. Froid, songeur. Je trouve bizarre pourtant que nous ayons accouché pendant des temps de paix et de reconstitution des formes, d'enfants si pâles, si nerveux, si peu préparés à ce qui leur vient. Solennel. Si l'on veut être chic, si l'on ne veut pas mourir de froid, si l'on ne veut pas que chacune de nos maisons ait les vitres brisées et que le vent y pénètre, que New York devienne ce terrible amas de ruines où chaque enfant de chaque famille aura arraché les rideaux aux fenêtres, arraché les fils du téléphone, détruit les beaux objets. Mais qui diable veut donc que New York soit cet enfer de froid et de vent qui s'engouffre d'une fenêtre à l'autre? Cet enfer sans téléphone, chaque maison coupée l'une de l'autre, chaque quartier étranger l'un à l'autre, et New York tout entier coupé du reste du monde. Personne ne voudrait d'un New York de mort. Alors, il faut se retenir. Songeur. Bien sûr qu'on les a fait d'une manière bizarre. Peut-être qu'on n'aurait pas dû les faire du tout. Sans doute, ça aurait-il été mieux. Mais le moyen de se priver du plaisir possible après les souffrances obligatoires. Songeur. Ou alors, s'il persiste, il reste que ces enfants bizarres tomberont. Tomberont sans que nous n'y puissions rien. Et lorsqu'ils auront fait une niche de la ville que nous leur avons construite, qu'ils auront réduit le langage que nous leur avons transmis en des aboiements et des gémissements, alors
d'enfants épargnés, heureux. Ils se seront fait eux-mêmes chiens abonnés qui hurlent à la mort. Souriant, regardant autour de lui. Quant à moi, j'aime New York. Telle qu'elle est aujourd'hui, et je m'y trouve bien. J'aime notre salon, quand tout y est en ordre. J'aime le lustre. J'aime la commode. J'aime mon fauteuil. J'aime J'aime ce whisky que je bois et même... Je ne me déteste pas. Grattant le crâne de Leslie. Et cet enfant couché, je l'aime bien. Pauvre petit. Couché. Couché. Il faut rester tranquille. Jusqu'à l'heure du départ. Qu'il tâche de nous revenir, cet enfant. Le plus entier possible. C'est ce que je souhaite. Vraiment. Tu vas bien rigoler. Tu pourras penser comme tu veux, être instruit tout ce que tu peux, et être du milieu le plus bourgeois, le plus privilégié, le plus malin que tu veux. Tu te crois supérieur, mais tu n'as rien qu'une sale ordure de bourgeois. Et tu sais la seule supériorité qui te reste, la seule que tu peux garder, eh bien, c'est simplement qu'en faisant comme tout le monde, ce que tout le monde fait là-dedans, si on veut, si on est suffisamment fort et que jamais, tu entends bien, jamais on a cédé à la paresse, alors, légèrement, discrètement, sans que personne ne le remarque, là-dedans, on peut faire déraper, on peut faire que légèrement les pensées glissent à côté. Voilà notre supériorité, chérie, la seule qu'on a. La supériorité des gens instruits sur les ignares, c'est un pouvoir de dérapage. Qu'est-ce que t'en dis? Et maintenant, ta gueule, je n'ai plus rien à dire. Tes histoires de merde ne m'intéressent pas.
Même avec un con comme toi, maintenant je serais prêt à jouer et à discuter. Ça l'air à comprendre. Pourtant t'es aussi con que les autres. Cela doit être à cause de cette putain de chaleur. Quand même, tout cela finira bien par t'emmerder à mort autant que moi. Et il fait tellement chaud qu'il y aurait de quoi crever. Tu crois pas? Je serais capable de crever rien qu'à cause de cette putain de chaleur. Leslie! Tu veux que je te dise? Et puis non, t'es trop con. Pleut dans le cimetière, une ombre avance parmi les tombes, on dirait Carole. Sur l'état où vous me voyez, avec le costume que je porte, ni sur l'allure que j'ai. Oh non, allure trompeuse. Ce n'est rien d'autre qu'un genre adopté pour un soir et un soir seulement. Je me suis dit, va, c'est ton heure. Prends bien soin qu'il ne te repousse pas. C'est donc seulement un genre d'emprunt pour qu'il ne me repousse pas. Vous n'auriez pas un mouchoir? En papier même? Je m'en contenterais, au point où j'en suis ce soir. En dehors de mon nom, celui que je vous ai dit et que je vous prierai d'oublier aussitôt, je n'ai rien à dire d'autre. Je bois vraiment pas. Profession? Rien. Non, rien. Pas d'occupation, de profession encore moins. C'est le privilège, n'est-ce pas, d'une jeune fille de famille. Je ne faisais rien de toutes mes journées que tâcher de m'élever au-dessus de l'ordinaire. Tenter de me détacher des lumières vulgaires pour apercevoir les lumières essentielles. Profession cherche à apercevoir la lumière essentielle. Je conçois que ça n'a l'air de rien, mais n'est-ce pas le privilège d'une jeune fille de famille que de n'avoir l'air de rien? Vraiment pas de mouchoir, monsieur, avant que les larmes ne viennent? Non, monsieur.
Ne comptez pas sur moi pour vous redire mon nom, il fallait noter. D'ailleurs, qu'avez-vous donc tellement besoin de le savoir? Est-il besoin de mon nom pour que l'on me dirige sur un établissement correct? Est-ce qu'il ne vous suffit pas de savoir que je suis une jeune fille de famille? J'espère bien que l'on ne va pas me coller dans un de ces hôpitaux où il y a foule et où tous se côtoient. J'étais, je vous l'ai dit, à la recherche de lumière essentielle. Je mérite donc une clinique. Pour ce qui est du nom, eh bien, imaginez. Trouver une sonorité qui me corresponde bien. Un mot inventé, rare et distingué, qui colle à mon vrai genre. Mais ne vous trompez pas, je ne le supporterai pas. S'il vous plaît, un mouchoir et emmenez-moi vite. There is a house in New Orleans. Moi, je voulais seulement lui dire, j'ai compris, le rouquin. C'est rien d'autre que nous, la cause de notre faim. Rien d'autre ne déconne. Tout est bien calculé, tout est en ordre. La radio, l'école, l'armée, le dollar, les ministres, les trusts, les démocrates et les républicains, les noirs et les blancs, l'Amérique est en ordre, bon Dieu. Et je voulais lui dire, t'avais raison, le rouquin. C'est nous, nom de Dieu. Nous autres, pauvres cons, qui déconnons franchement et que c'est notre faim. C'est ce que je voulais lui dire. Pour ça que je me suis dit va et que cette grosse poule m'a doublé. Maintenant, emportez-moi, monsieur. Je me fie à vous. Oh, avec quelle confiance totale je m'abandonne à vous. Tirez-moi d'un côté ou de l'autre, je me laisserai faire. Ramenez-moi à un état d'enfance où je dorme tout le temps, ou rendez-moi bien vieille. Faites la piqûre qu'il faut, donnez-moi les cachets que vous jugerez bons, faites vos traficotages au fin fond de mon cerveau, mais ne me laissez pas à cet âge imbécile où il convient de se déguiser pour tenter de plaire et où tout ce qu'il convient de faire me déplaît souverainement. Je m'abandonne à vous, chez vous et ce territoire auquel j'ai rêvé, neutre, oublié, protégé, et j'en respecterai les règles, toutes les règles, quelles qu'elles soient, je vous le promets, monsieur. Mais ne me laissez pas dans ce monde imbécile, à la place imbécile où l'on m'a déposée. Ni heureuse, ni tragique, ni pauvre, ni démesurément riche. Vous seul me tirerez de l'adolescence éternelle d'une jeune fille rangée dans une Amérique en ordre. Prenez-moi, tirez-moi de là. Je vous appelle à moi, médecin, chirurgien, psychiatre. À moi, les hypnotiques, les analgésiques. À moi, électrochoc, lobotomie. Oh, si vous m'aimez, prenez-moi, monsieur, dans votre clinique. Et faites-moi, je vous en prie, une opération chirurgicale. Rideau. Tu me donnes envie de bâiller. June! Tu n'entends pas quelque chose comme un gémissement? Je n'entends rien du tout, j'ai envie de bâiller. Maintenant que tu le dis, cela me vient aussi. Attends! Qu'est-ce qu'il y a encore? Des coups contre une vitre, je crois. Oh! 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 Tu pourrais garder la bouche fermée pour bâiller. Et pourquoi? C'est plus distingué. Peut-être, mais je trouve que ça donne un drôle d'air. Et puis, sans raccrocher, il a arrêté de parler et tout s'est passé alors. Or, moi seule était là, moi seule ai entendu, moi seule sais la vérité. Que peuvent-ils bien raconter, eux tous? Qu'est-ce qu'ils savent? C'est vrai que cela te donne un drôle d'air. Je te jure que, comme un gémissement au loin. Mais non, il n'y a rien. Moi seule était là. Et comment m'ôter maintenant ce souvenir de la tête? Jusque dans mon sommeil, j'entends le téléphone et la voix du rouquin qui répond. Je ne sais pas comment il a fait pour t'avoir comme cela. Quelle bête tu fais. Qu'est-ce qu'il a pu te dire? Je me demande comment quelqu'un peut comme cela faire parler quelqu'un de lui jusque dans son sommeil. Il devait te taper dessus ou quelque chose comme cela. Il te tape
tapé dessus, dis-moi, moi j'en suis sûre. Jamais il ne m'aurait tapé, jamais une colère, rien, comme les gens les plus distingués. Il l'était plus qu'eux encore. Les rouquins ont toujours des colères et tapent facilement. Pas lui, c'était un rouquin exceptionnel. Je ne te crois pas, il n'y a pas de rouquin exceptionnel. Il n'y a pas de gens distingués comme cela au point de vous faire parler d'eux pendant leur sommeil. Quand te débarrasseras-tu de cette histoire? Dans ce cas, viens, June, on s'en va. Il faut que je change d'air. Où aller, Carole? Je veux changer d'air. On va à la campagne et on n'en repartira plus. Mais tu sais, toi, où elle est la campagne? Si tu prends le métro, le train, que tu roules des jours et des jours, tu traverses New York et toujours New York, la banlieue de New York et la banlieue de la banlieue. Combien de jours avant de trouver la campagne? Et combien d'argent à dépenser pour aller jusque là-bas? Je ferai pas mes bagages pour me retrouver en banlieue. Je veux aller là où personne ne me regardera comme ici on me regarde. Là où personne ne me trouvera sotte et vulgaire. Je veux aller là où les gens ressemblent le plus aux bêtes, silencieux, sans jugement et sans idée. Tu dis, les gens intelligents, je n'en ai rien à faire. C'est parce que tu es bête, comme moi. Les gens instruits seront toujours plus forts que nous et feront plus de bruit. C'est pas toi qui pourras quelque chose pour qu'il en soit autrement. Moi, je veux trouver l'endroit où j'oublierai le rouquin et le pouvoir qu'il avait sur moi. Je veux oublier le pouvoir sur ceux qui n'ont rien, de ceux qui ont tant qu'ils peuvent mépriser leur richesse. Est-ce qu'on a, nous, quelque chose de précieux à gâcher? Ceux qui ont tout gâchent en riant et c'est ce rire-là que je veux oublier. Cette campagne n'existe pas et tu pourras toujours fermer les volets. Le rire de ces gens-là passera à travers les murs. Où irai-je alors? Où aller, June? Rester ici, ne me casse pas les oreilles. Quelle histoire tu fais avec ton histoire? Parce que tu en as une, il faudrait que tout le monde en parle et que tous les écrivains l'écrivent comme si c'était la seule. Rien que moi, j'en aurais des milliers qui valent bien la tienne. De quoi tuer et de surmenage tous les écrivains d'Amérique? Tu ferais mieux d'en avoir des milliers, toi aussi. Les écrivains s'occuperaient d'autre chose et on parlerait d'autre chose. Dis, June, tu es sûre qu'il n'y a pas un téléphone qui sonne? Et il y a sûrement un téléphone qui sonne quelque part en ce moment, mais ce n'est pas pour toi. Et il y a sûrement quelqu'un qui gémit dans un lit d'une maison et quelqu'un qui cogne contre une vitre quelconque. Tu ne vas pas t'arrêter chaque fois qu'un téléphone qu'on n'entend pas sonne quelque part. Tu t'arrêterais tout le temps pour écouter ce qu'on n'entend même pas. June! Ne décroche pas, n'y va pas. Qui est-ce? Ce n'est pas pour toi. Mais qui appelle June? Personne! Attendez, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. J'ai une question. Je vous en prie. Il y a cette question que je veux vous poser, mais promettez-moi... Non, épargnez-moi les flatteries, vous savez. Ne raccrochez pas. À qui téléphones-tu? Ne raccrochez pas. J'ai bientôt fini. Non, ce n'est pas cela, pas du tout. C'est que, par-dessus tout au monde, j'aime lever la tête et regarder les étoiles. Non, je ne changerai pas d'idée. Tout mon effort porte sur cela. Me garder de ces gens, ce sont des rats, et je ne supporte pas le regard d'un rat. Mon regard préfère se tourner vers l'espèce ailée, et les oiseaux eux-mêmes me regardent d'un air de reconnaissance, que voulez-vous? Toujours, en ce moment encore, j'en vois 3 sur le rebord de la fenêtre qui frappent pour entrer. On ne met pas les rats en cage, n'est-ce pas? Ce sont eux qui choisissent les égouts et les caves. C'est pour cela que j'aime les oiseaux. Je vous dis qu'en ce moment même, 3 becs cognent contre la vitre et j'en ai pas le sang retourné. Qui est-ce au bout du fil? Elle me demande qui c'est. Réponds, chérie. Quelqu'un, chérie. Sans importance, notre directeur de banque, mon futur patron, quelqu'un de ma famille. J'arrive, j'ai bientôt fini. Mais qui donc t'appelle si tard, si longtemps? Personne, chérie. Ce monde est si plein de commerçants, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, je veux revenir à ma première question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, là, maintenant, je suis un être normal? Merci. Ils sont toujours là, à ma fenêtre, vous savez. Maintenant, raccrochez. Non, non, vous d'abord, je ne raccroche jamais le premier. Carole? Bien sûr qu'elle dort maintenant. Tout le monde dort maintenant. Je ne vois plus une lumière allumée en dehors de celle de la rue. Et d'ailleurs, j'entends les respirations des gens endormis autour de moi. Non, je vous l'ai dit, ce ne sera jamais moi qui raccrocherai le premier. Je vous en prie. Well then, never mind. Le rouquin se lève, pose l'écouteur sur la table,
Carole, sa femme, sommeille toujours sur les genoux de June, sa copine, de ce sommeil calme et profond qu'aucun bruit ne peut troubler. Le rouquin fait tourner le pistolet de plus en plus vite, le fait passer d'une main à l'autre avec une adresse et un brillant remarquables. Puis, en fermant les yeux, il fait quelques tours sur lui-même. June, dans son coin, le regarde de l'œil brillant. Quelques instants encore, le rouquin fait des gestes de western, dégaine, pirouette, braque, menace. Sans transition, il tourne le canon de l'arme vers le milieu de son front. Le téléphone décroché et posé sur le guéridon fait entendre cette tonalité et le rouquin tire.